séance, vous avez compris que c'était du sur-mesure, quelque chose qui dépend de la taille, du secteur d'activité d'une entreprise, de l'envie que peuvent avoir ses dirigeants, et puis aussi de la situation concurrentielle. Allô? Est-ce que derrière on a une très grande concurrence sur les prix, on a des marges de manœuvre très faibles, ou au contraire, est-ce qu'on a de véritables boulevards, rappelez-vous le cachopard par exemple. Bon, ça c'est un peu un cadre général. Je vous disais, la comptabilité, ça nous sert à obtenir des chiffres, c'est très imparfait par rapport à ce que l'on veut dire, ce que l'on veut faire, dont on a besoin. C'est très général, c'est très agrégé. Et on a énormément d'informations qu'il va falloir aller chercher à l'extérieur de la comptabilité. Des informations de tout type, vous retrouverez un peu plus d'éléments là-dessus dans le chapitre 2. Alors, dans un premier temps, je voudrais vous parler un tout petit peu d'une notion, on l'a peut-être évoqué tout à l'heure, c'est la notion de processus de production. Puisque derrière, si le contrôle de gestion, ça vise à créer de l'information, à savoir combien un produit coûte peut-être à fabriquer, à commercialiser, ou voire autre chose, eh bien, on va devoir se caler là-dessus. Et donc arriver à représenter directement la manière dont un ou plusieurs produits sont fabriqués, et donc faire un véritable squelette. Je vais revenir là-dessus. Alors, pour ceci, sur Moodle, vous allez trouver un fichier, une petite diapo PowerPoint, qui ressemble en fait à celle que je vais là vous faire apparaître tout de suite. Pour avancer là-dessus, j'ai pris un exemple extrêmement simplifié d'un laboratoire pharmaceutique qui s'appelle le laboratoire Labcatel, qui est également un nom modifié. Ce laboratoire fabrique deux médicaments. Un qui s'appelle le Pyrox et un autre qui s'appelle le Labox. Le premier, le Pyrox, eh bien, c'est une boîte de 10 comprimés effervescents. Le deuxième, pour obtenir ce Pyrox, on va utiliser plusieurs ateliers au sein du laboratoire. Donc, on a un premier atelier, dit atelier A, où on va mélanger à la fois un principe actif Q et un excipient. Alors, le principe actif, c'est ce qui vous soigne. C'est la petite molécule qui permet de faire face à une maladie. L'excipient, en fait, est une substance complètement neutre. L'intérêt d'un excipient, c'est avant tout donner un peu de volume, de manière à ce que le médicament puisse être attrapé, ingéré, etc. Mais l'excipient en lui-même ne soigne rien du tout. Une fois que le comprimé a été créé, eh bien, il y a un atelier C qui va conditionner la boîte, c'est-à-dire mettre 10 comprimés sous blister, puis dans une boîte en carton. Le deuxième médicament, le Labox, lui, c'est 20 gélules. Et pour fabriquer ces gélules, on a un premier atelier, l'atelier B, qui va mélanger un autre principe actif, le principe P, toujours avec un excipient, le même que précédemment, donc qui est complètement neutre. Pour les deux médicaments, il y a un atelier, qui est atelier C, qui va s'assurer du conditionnement. C'est un atelier commun. Là aussi, pour simplifier les choses, on a un seul modèle de boîte en carton qui est utilisé pour obtenir soit des boîtes de Pyrox, soit des boîtes de Labox.
Voilà rapidement un peu l'énoncé de ce petit laboratoire LabCatel. Là, vous venez voir de ma diapo, donc vous avez la même sous Moodle. Vous cherchez énoncé, processus de production. Vous le trouverez. Vous voyez là, on est sur quelque chose qui est extrêmement simple, donc je reprends de manière synthétique les choses. 2 molécules actives qui soignent, un excipient qui permet d'enrober, de donner du volume à tout cela, des boîtes en carton qui permettent de conditionner les 2 types de médicaments, et 3 ateliers. Un atelier A qui fabrique le premier médicament, le Pyrox, un atelier B qui fabrique le deuxième médicament, le Labox, et le troisième atelier, l'atelier C, qui s'assure du conditionnement. Maintenant qu'on a vu rapidement à quoi on peut s'attendre, eh bien, on va essayer de représenter ça sur un petit schéma pour voir pas à pas comment les choses se passent. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'avance là-dessus. Alors, vous n'avez peut-être pas encore regardé la vidéo qui est dans le chapitre 1. Là, c'est pour donc, mettre un cadre général. Je vais pouvoir dire la chose suivante. Dans un premier temps, les actions qui vont être menées dans l'entreprise, c'est acheter les matières premières. Donc, on va procéder à l'achat du principe actif Q. On va également acheter de l'excipient. Et puis, on va acheter également le deuxième principe, le principe actif P. Chaque fois qu'il y a eu achat, eh bien, on va stocker ces éléments achetés. Donc, on va retrouver un stock de principe actif Q. Alors, vous voyez ici que pour mon petit schéma, afin de ne pas trop me perdre, quand j'ai une action qui est menée, j'utilise un carré ou un rectangle, ce qui est à peu près la même chose. Pour un stock, j'utilise un triangle. Et vous avez la flèche qui vous dit dans quel sens les opérations sont menées. L'excipient acheté, lui aussi, va finir dans un stock. Et le troisième principe actif, lui-même, atterrit dans un stock. Une fois que les éléments sont en stock, eh bien on va prendre dans le stock pour fabriquer. Ainsi, l'atelier A va être approvisionné à la fois par le principe actif Q, mais également par de l'excipient. L'atelier fonctionne, fabrique le médicament, le Pyrox. Le deuxième atelier B, lui, fabrique le deuxième médicament, le Labox. Cet atelier lui-même va être approvisionné par le principe actif P, j'en sors du stock, et également par de l'excipient. Et l'atelier B fabrique alors nos Labox. Ces comprimés, au fur et à mesure qu'ils sont obtenus, rejoignent le troisième atelier, l'atelier C, pour être mis en boîte. Ainsi, les comprimés de Pyrox sortent de l'atelier A, rejoignent l'atelier C. Et là, vous allez me dire, ouais, mais dans l'atelier C, ok, on les met en boîte, mais pour les mettre en boîte, il me faut des boîtes. Et donc, je fais apparaître alors un quatrième achat, l'achat de boîtes, avec un stock de boîtes qui va également approvisionner cet atelier C. Maintenant que les médicaments Pyrox arrivent dans l'atelier, que les boîtes sont ici à disposition, on va fabriquer des boîtes de Pyrox qui elles-mêmes finiront certainement dans un stock et on prendra dans le stock pour pouvoir vendre le Pyrox au client. C'est exactement le même fonctionnement du côté du deuxième médicament, de Labox. Celui-ci
va sortir de l'atelier B, gélule après gélule. L'atelier C va conditionner ces gélules de la box. Les boîtes sont déjà en place. Une fois que le médicament la box est conditionné, il rejoint le stock de la box, puis derrière va rejoindre les clients. On va vendre en prenant dans le stock de la box les boîtes qu'ils commandent. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un schéma technique de production. Est-ce que là j'ai été clair pour vous? Est-ce que les pouces peuvent se lever pour me rassurer ou pas? Ok. Merci beaucoup. Donc, je vais continuer notre aventure. Pour ceci, maintenant, je vais pouvoir faire apparaître tous les calculs de coûts sur ce schéma. Donc, je ferai apparaître en rouge sur ce schéma nos calculs de coûts. Voilà ce qui va se passer après chaque étape. Lorsque j'ai acheté du principe actif Q, ça veut dire que je peux alors calculer le coût d'achat de ce principe. Et donc chaque fois que je vais acheter une quantité, un lot de ce principe actif, j'ai un calcul de coût qui va pouvoir se faire. Ça va être la même chose lorsque je vais acheter l'excipient. À chaque fois que j'achète un lot d'excipient, j'ai un calcul de coût d'achat qui va pouvoir se faire. Et puis enfin, dernier principe actif, le principe actif P, j'en achète. J'ai alors un coût d'achat qui également va apparaître. Et enfin, pour notre dernier achat, le stock de boîtes, on a aussi un coût d'achat qui peut être calculé. Alors je réponds à Émile, Mathis et à pas mal d'autres. Non seulement je lis le chat, mais comme j'ai plusieurs pages de petites icônes d'étudiants, certains ne lèvent pas le pouce, d'autres le lèvent. Donc vous inquiétez pas, je vois bien tout ce qui se passe. Ah, monsieur, plus que vous ne est-ce pouvez que vous nous imaginer. entendez? Si ça peut vous rassurer. Et je vous conseille Vous peut-être entendez de ou plus pas? vous concentrer sur ce que je raconte que de discuter entre vous. Et oui, ce n'est pas une vidéo, c'est bien du direct. Et Gabriel, je vous entends, ne vous inquiétez pas. Enfin, Bah, monsieur, justement, en fait, le problème, on essaie de vous contacter parce que la plupart des gens de nos classes n'arrivent pas à rejoindre la réunion. un point qui va nous amener sur les chapitres suivants. Vous voyez, je vous ai mis des triangles un peu de partout, triangles de stock. Et c'est là où il faut faire attention parce que tous nos calculs des chapitres 3, 4, 5 vont baigner de ce raisonnement-là. J'ai des stocks, ce qui veut dire que l'entreprise, à un moment ou à un autre, a fait un choix de méthode de gestion des stocks. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler des méthodes de gestion des stocks? Normalement, on compte un tout petit peu. Donc, si vous avez entendu parler de ces méthodes de gestion des stocks, est-ce que vous pouvez me lever le pouce?
a priori, vous n'avez pas trop entendu parler de ça. Alors, le chapitre 3 va être essentiellement tourné sur ces méthodes. Je vais sur le tableau blanc pour vous en parler un peu plus. Alors, quel est le problème avec les stocks? Je vous fais un petit schéma et je vais réfléchir sur une matière première, peu importe la matière, du plastique, du métal, tout ce que vous voulez. Dans mon stock, j'ai par exemple 10 kg de cette matière première qui sont déjà ici. Et la valeur de chaque kilo, c'est 20 € le kilo. J'ai donc pour 200 € de valeur en stock. Et puis aujourd'hui, nous sommes le 21 septembre. Je viens d'acheter 10 nouveaux kilos de matières premières et le coût d'achat de chaque kilo est maintenant de 10 € le kilo. On s'est débrouillé pour obtenir moins cher notre matière première. Et ça rentre dans le stock. C'est depuis quelques instants. Pour la production, j'ai besoin de 5 kg de cette matière première. Bon, la question que je vais vous poser, c'est que valent les 5 kg que je sors de stock pour ma production? Alors on me dit 50 € par-ci, on me dit 100 € par-là. 100 balles? Ouais. Faites-moi d'autres propositions. Ben là, je vais dire, ça dépend de la manière dont vous travaillez. Quelle est la méthode de stock qui a été obtenue? Je sais seulement que je prends 5 kg sur un total de stock qui est devenu disponible de 10 kg que j'avais déjà, auxquels viennent de se rajouter 10 kg achetés. Donc, je peux avoir une première méthode de travail qui va être de dire, eh bien, ce sont les premiers éléments achetés que je vais utiliser pour la production. Donc, première solution, je vais prendre 5 kg à 20 € le kilo. On retrouvera ça plus tard. C'est une méthode qu'on appelle la méthode du premier entrée, premier sorti. Donc là, je suis à 100 € pour ce qui sort. On reverra ça dans le chapitre 3. Je pourrais avoir une deuxième méthode. Je pourrais dire, ce que je vais sortir de stock, eh bien, je vais lui donner la valeur de marché de la matière première. Résultat des courses, je sors 5 kg et
grâce à mon achat récent, je sais que sur le marché, 1 kg de cette matière première vaut 10 €. Donc, ce que je sors de stock pour la fabrication a une valeur totale de 50 €. Je vais vous mettre donc le résultat du calcul à chaque fois. C'est nos premières manières de faire. Je peux avoir une troisième manière de faire, qui est de dire, ah bon, on va faire une moyenne. On va faire une moyenne, puisqu'on avait 10 kg qui valaient 20 €. On vient de rajouter 10 kg à 10 €. C'est-à-dire qu'au total, dans mon stock, j'ai pour 300 € de valeur. Et je divise le tout par la quantité, c'est-à-dire 20 kg. En moyenne, 1 kg de matière première, quel que soit le moment où elle a été achetée, eh bien, ça représente 15 € le kilo. Ce qui veut dire que si je sors 5 kg du stock pour la production, à une valeur moyenne de 15 €, ce que je sors, je lui donne une valeur totale de 75 €. J'arrête là, parce que je pourrais encore trouver peut-être d'autres méthodes de stock un peu plus exotiques. Mais vous voyez que là, déjà, je peux donner 3 valeurs différentes à ce que j'ai stocké. Est-ce que ça va pour vous, ceci, ce choix de méthode? Parfait. Quelques pouces lèvres, ça a l'air de bien aller. Si vous avez des questions sur la méthode, n'hésitez pas. Les questions traditionnelles qui sont posées, c'est quels sont les critères, les facteurs que l'on choisisse, plutôt une méthode de calcul pour le stock plutôt qu'une autre? Quelle est la meilleure? Dans l'absolu, il n'y a pas de meilleure méthode qu'une autre. On reverra ça notamment sur le cas portant sur le chapitre 3. C'est très souvent un choix qui est fait en fonction du type de matière que vous vous procurez et surtout aussi de la fréquence à laquelle vous allez consommer votre matière première. Si vous faites des achats très espacés pour une matière première dont le prix sur le marché ne change pas beaucoup, une méthode type Kumho unitaire pondéré vous ira très bien. Vous allez avoir une moyenne de prix. Au contraire, si vous êtes face à une matière première pour lesquelles le cours, c'est-à-dire le prix de marché, fluctue très rapidement dans le temps, et pour lequel également vous avez un usage intensif, une méthode première entrée, première sortie va plutôt être une méthode intéressante. Elles ont tous leurs avantages, elles ont tous leurs inconvénients. Il faut savoir que quand vous allez avoir choisi une méthode de gestion des stocks, vous allez la conserver très longtemps et surtout, vous allez l'appliquer à tous les stocks, quelle qu'en soit leur nature, que vous avez dans votre entreprise. Si je quitte maintenant mon tableau blanc pour revenir sur ce que je vous montrais tout à l'heure, cela veut dire que si vous regardez de plus près, tous les stocks qu'on va rencontrer, eh bien, vont avoir la même méthode pour pouvoir les gérer, pour les calculer. Je vais continuer mon petit schéma maintenant. On a vu très rapidement qu'il existe des méthodes de gestion des stocks. Pourquoi il est important de savoir laquelle a été choisie par l'entreprise.
Et à partir de là, eh bien, tout ce que vous allez sortir de stock, vous allez lui donner une valeur qui n'est pas tout à fait la même que celle à l'entrée de stock. Et c'est pour ça que vous voyez ici que je veux une petite étoile à la sortie de mon stock d'actifs Q, par exemple. C'était ce que je vous ai montré. Je viens d'acheter une matière 10 €, et puis celle que je vais sortir pour ma production, elle peut valoir 15, elle peut valoir 20 ou simplement 10. Ça va être vrai pour donc chacun de nos stocks de matières premières. Je vais retrouver un coût d'achat d'excipient avec une petite étoile, un coût d'achat de l'actif P aussi avec une petite étoile, et ça sera vrai également pour le coût d'achat des boîtes que l'on va sortir de stock. Nos ateliers maintenant sont alimentés. On a le coût d'achat de ce qui est sorti des ateliers. Je vais tout d'abord aller sur le Pyrox pour continuer la suite du raisonnement. L'atelier A fabrique les comprimés de Pyrox. Ça veut dire que je peux calculer alors, à la sortie de l'atelier, quel a été le coût de production du comprimé de Pyrox. Là aussi, vous le retrouverez dans les vidéos du chapitre 1, mais dans le coût de production, vous trouverez la matière première, vous trouverez le coût de fonctionnement des équipements, vous trouverez également, par exemple, le salaire des personnes qui travaillent dans l'atelier pour fabriquer les comprimés. Nos comprimés qui sont sortis de l'atelier A, les comprimés de Pyrox, maintenant cheminent pour aller retrouver l'atelier C. L'atelier C, c'est l'atelier où il y a conditionnement. Donc nos boîtes nous attendent. À la sortie de l'atelier C, un autre calcul va être fait. Et à la sortie de l'atelier C, on ira calculer le coût de production, cette fois-ci, du Pyrox, mais de la boîte de Pyrox. On a pris, pour calculer ce coût de production, le nombre de comprimés de Pyrox, il y en a 10 par boîte. On va rajouter la valeur de la boîte elle-même, et puis comme précédemment, on va avoir la consommation en énergie, en fourniture, etc. de l'atelier C, ainsi que les salaires des personnes qui travaillent dans cet atelier. Nos boîtes de Pyrox sont fabriquées, ça veut dire qu'on a un stock qui est alimenté régulièrement parce que l'on vient de fabriquer un stock de boîtes de Pyrox. Ça sera la même chose du côté du Labox. On a fabriqué des gélules de Labox, donc on a un coût de production de la gélule. On va conditionner par 20 ces gélules dans des boîtes, et à la sortie de l'atelier C, on aura alors le coût de production d'une boîte de Labox. Et cette boîte de Labox elle-même rejoindra un stock spécialement fait pour ça. Il y a stock, donc ce qui veut dire que là aussi, on applique la méthode de gestion des stocks qui a été choisie, la même que pour les matières premières. Et puis, lorsqu'il y a vente au client, on pourra enfin calculer le coût de revient de notre boîte de Pyrox vendue. Là aussi, je me permets d'insister, un coût de revient, seul un produit vendu va pouvoir en disposer. Si je n'ai pas vendu de boîte, je reste au coût de production. Je reste toujours sur mon Pyrox, maintenant que les petits rectangles noirs apparus ont disparu. Ma boîte de Pyrox a été vendue. J'ai pu obtenir le coût de revient de ceci.
vente de Pyrox, ça veut dire que je vais pouvoir calculer le résultat de ces ventes. Le résultat, c'est que je vais prendre le prix de la boîte de Pyrox, prix auquel je l'ai vendu à mes clients, et je vais lui retrancher le coût de revient qu'on a calculé avec ce qui est sorti de stock. Et on va voir la même chose qui est faite du côté de la boîte de la box. On a pu obtenir le coût de revient de la boîte de la box et on obtiendra le prix de celui-ci. On retranchera le coût de revient et enfin on va obtenir le résultat de ces boîtes de la box vendues. Voilà, je vais absolument vous montrer ceci parce que ça c'est un peu la mise en place du contrôle de gestion que je viens de faire devant vous. En fait, c'est une des étapes qui est sans doute la plus longue, c'est comprendre comment fonctionne l'entreprise. La première chose que vous faites, eh bien, vous voyez, vous passez dans l'entreprise un peu partout et vous vous renseignez sur la manière dont un produit, ou plutôt tous les produits de l'entreprise, eh bien, vont être obtenus. Où est-ce qu'ils passent? Est-ce qu'il y a des lieux de stockage? Alors, voilà, ça vous semble peut-être rien, là c'est un point hyper simplifié, mais par exemple, il y a 3 ans, pour une petite entreprise de décolletage de laver les larves, on nous avait demandé de les aider à mettre en place leur contrôle de gestion. Donc la première chose qu'on a fait, c'est interroger un peu à droite à gauche les uns et les autres pour savoir comment est-ce qu'ils travaillaient. Cette entreprise utilisait à peu près une quarantaine de métaux différents pour obtenir une cinquantaine de pièces différentes à la sortie. Donc c'était quelque chose de légèrement plus compliqué que ce que l'on vient de voir, mais par rapport à d'autres entreprises, c'est pas grand-chose. Bon, eh bien, la première chose, ça a été de mettre en place ce schéma. Moi, il y a un moment où j'aime bien aussi travailler sur le papier parce que je peux pas mal corriger les choses en direct. Bon, bah, ça a été 20 mètres, un rouleau de 20 mètres de longueur, où tout a été répertorié sur la base de petits carrés, triangles, flèches, etc. Ce qui a beaucoup surpris dans l'entreprise, notamment la direction, parce qu'en fait, ils se sont aperçus qu'ils ne connaissaient pas tant que ça la manière dont ça pouvait fonctionner. Voilà un tout petit peu le premier préalable. Bon, ça, c'est un travail facilement de plusieurs mois. Et une fois que tout a été mis en place au niveau de ce schéma de production, ben, vous voyez, en fait, ça devient beaucoup plus facile de pouvoir mettre ce qui apparaît ici en rouge, les différents calculs. On a vu où passe une matière première, où peu à peu le produit s'élabore. Et bien maintenant, je peux calculer les coûts d'achat, les différents coûts de production les uns après les autres, ainsi que les coûts de revient jusqu'au résultat de chaque produit. Ce contrôle de gestion, on parle aussi de comptabilité analytique. C'est un très très vieux terme qui a disparu du paysage depuis. Et vous comprenez que là, on réfléchit en fait au niveau du produit lui-même. On n'est pas en train de réfléchir globalement à ce que l'entreprise gagne ou perd de l'argent. Ce qui nous intéresse, c'est ce que vous voyez en dessous, par exemple, de la vente de Pyrox. Est-ce que le Pyrox est un produit qui permet de faire un bénéfice ou est-ce que c'est un produit qui perd de l'argent? Ça, c'est une des questions de base qu'on se posera. Et on se la pose pour tous les produits. Et oui, avant que peut-être vous posiez la question, l'idée, c'est que si je prends le résultat de tous les produits de l'entreprise, qu'ils soient bénéficiaires ou déficitaires, si j'en fais la somme, je dois me retrouver avec quelque chose, en tout cas, qui est proche
du résultat obtenu au niveau de la comptabilité de l'entreprise. Vous verrez au chapitre 2 qu'il y a des raisons pour lesquelles il y a des petites différences, mais l'idée générale est là. Le résultat de l'entreprise, c'est grossièrement la somme des résultats de chacun des produits que l'entreprise commercialise, que ce soit des biens ou des services. Est-ce que là, j'ai été clair? Est-ce que vous avez éventuellement des questions sur ce schéma, sur des points sur lesquels je suis peut-être passé un peu vite? Ou est-ce que c'est bon pour vous? Bon, je le quitte alors. Mais gardez bien cette histoire en tête. Hein. Tout ce qui va suivre, en fait, est grossièrement collé sur ce schéma. Et je répète encore une fois, c'est une des premières étapes qu'on peut avoir. C'est dites-moi comment vous travaillez, je pourrais derrière peut-être commencer à mettre en place quelque chose pour vous. Et si j'avais une question qui vous revient, n'hésitez pas. Je vais passer maintenant sur le tableau blanc. Et puis, vous posez une petite question. Et donc là, j'attends que là aussi vous me fassiez un petit retour. Vous avez peut-être entendu, alors soit parce que c'est moi qui l'utilisais, soit parce qu'également, constamment, on en parle. On utilise le terme de performance régulièrement. On dit, voilà, cette personne est performante, ce produit est performant, l'entreprise est performante, tout le monde est performant. J'aimerais vous poser la question, selon vous, qu'est-ce que c'est que la performance? Dites-moi un peu, qu'est-ce que c'est que la performance? On est dans un monde de performance, ce serait bien qu'on sache ce que c'est quand même pour l'être. Alors certains me disent la productivité, d'autres me parlent de la rentabilité, la compétitivité. Qu'est-ce que j'ai encore? L'efficience. Alors, il y a effectivement des termes qui vont être liés avec la performance. Dans ce que vous m'avez donné, a priori, je n'en ai passé qu'un seul, qui, moi, me permet de la définir. La fluorescence, noir ou là, on laisse tomber, c'est pas bon. C'est pas, on n'y est pas du tout, là. La fluorescence, c'est pas dans la performance. Alors, on va commencer par le début. Plus de propositions? Ok. Bon, je dirais si on veut mesurer la performance, bah, il y a une première chose peut-être qu'il faut mettre en place, c'est la notion d'objectif. Parce que c'est vrai que si je parle de performance, c'est qu'a priori, je dois comparer plusieurs éléments entre eux. Donc l'objectif, ça me semble une porte d'entrée intéressante. Par exemple, j'aurais pu vous dire, rendez-vous aujourd'hui à 13 h devant l'IAE. Ça, c'est un objectif. Qu'est-ce qui m'aurait permis de dire que vous êtes performant? Vous pouvez me faire une petite suggestion par le chat? En combien de temps on remplit l'objectif? Notre travail est le fait qu'on soit à l'œuvre. Ouais.
être à l'heure, ouais. Les résultats, arriver à l'heure. Ouais, donc par exemple, si je vous dis rendez-vous à 13 h à l'IAE, l'objectif c'est à 13 h, on va comparer en fait l'objectif initial avec le résultat. Donc là, je suis devant l'IAE, j'ai ma montre et je regarde qui arrive à quelle heure. Et par exemple, Michel est arrivé à 12h55. Je vais avoir Ophélie qui arrive à 12h58. Arouf arrive à 13h. Bon, a priori, entre l'objectif que je leur avais donné et le résultat, bah, j'ai des gens qui ont réussi. Ils sont, comme vous dites, à l'heure. Est-ce que pour autant ils sont performants? En fait, non, pas tout à fait. Je dirais qu'ils ont été efficaces. Et donc là, lorsque je compare un objectif à un résultat, en fait, je mesure une efficacité. Si on a rendez-vous à 13 h et qu'à 13 h vous êtes là, je dirais bravo, vous avez été efficace, vous avez rempli le contrat d'être là à l'heure. Mais, et là vous n'en avez pas parlé, il y a un petit mais, c'est est-ce que l'efficacité doit être obtenue à tout prix? Donc je vous pose la question, est-ce que l'efficacité doit être obtenue à tout prix? Il faut la qualité. Ouais. Alors la qualité, qu'est-ce que c'est, Nathan? Tout dépend de nos attentes. Alors moi, le attente est simple, hein, rendez-vous 13 h. Déjà, il y a une chose, par exemple, qu'il faut qu'on regarde, c'est quels sont les moyens qu'on a utilisés pour atteindre notre objectif. Je mets un S comme ça, il y a peut-être plusieurs moyens. Et vous allez voir très, très vite ce que je veux dire par là. Je vais reprendre quelques noms qui viennent de me passer sous les yeux. Donc, j'ai vu Ophélie. Donc, Ophélie, rendez-vous 13 h. 12h59, Aurélie est devant l'IAE. Ophélie est venue à pied. Donc en fait, pour venir à l'IAE et respecter l'objectif, elle n'a pas dépensé grand-chose. Et effectivement, elle est venue avec Arouf. Donc Arouf aussi n'a pas dépensé grand-chose. J'ai aussi Maxime, qui avait rendez-vous à 13 h devant l'IAE. Maxime était à l'heure. Mais Maxime est venu avec son vélo. Alors vous voyez, entre venir à pied et venir en vélo, on n'a pas une grosse différence, mais néanmoins, avoir un vélo, ça demande de l'entretien, il a fallu l'acheter, la comptabilité vous a appris qu'il fallait l'amortir, de temps à autre, il faut changer les pneus, et puis Maxime Prudent a pris une assurance spéciale. Donc là, le moyen utilisé par Maxime est légèrement plus onéreux que celui utilisé par Ophélie. Nathan, lui, également été à l'heure, pas de souci, et il est venu avec sa voiture. Ce qui veut dire qu'il a fallu un jour qu'il achète une voiture. Régulièrement, il fait le plein d'essence. Donc venir à l'IAE, ça lui a coûté un peu d'essence. Sans compter que derrière, il a une assurance, etc. Lui aussi, même s'il était en train de remplir son objectif, ça lui a coûté plus cher que ça n'a coûté Ophélie. Donc là, j'ai un deuxième élément qui fait partie de ma performance, c'est non seulement l'efficacité, mais c'est le terme qu'un de vos collègues a utilisé, c'est le terme d'efficience. C'est-à-dire que est-ce que les moyens que j'ai mis en œuvre pour obtenir ce niveau de résultat
sont les plus économiques possibles. En économie, on vous parle peut-être aussi du terme d'économicité. On peut parler aussi de rationalisation des moyens. Vous voyez, là, j'ai tout doucement un triangle qui apparaît. Mal dessiné chez moi, mais j'ai un triangle qui apparaît. Vous voyez déjà, la performance, c'est l'efficacité. Mon résultat est conforme à mes objectifs. Mais c'est aussi l'efficience. J'atteins l'objectif en utilisant quelque part le moins de moyens, le moins d'énergie possible. C'est-à-dire que là, vous commencez à voir aussi une notion qui apparaissait chez certains d'entre vous. C'est des notions, par exemple, de productivité. Parce que si Maxime est venu avec sa voiture, mais derrière, il a covoituré avec 3 ou 4 autres personnes qui ont contribué à payer un peu d'essence, etc., eh bien, effectivement, vous voyez que l'efficience devient plus importante pour Maxime. Il a amélioré son efficience, donc sa performance. Est-ce que ça va toujours pour vous? Et puis, vous voyez, il me reste un troisième côté du triangle qui relie objectif et moyen. Eh bien, vous allez tout de suite voir ce que ça peut être. Harouf voulait venir tout seul de son côté. Et on l'a un peu dissuadé. C'est pour ça qu'Ophélie l'a accompagné. L'idée d'Harouf, c'était... Harouf partout, oui. Harouf voulait venir en sous-marin. Drôle d'idée. Donc son moyen de transport, c'est le sous-marin. Et vous voyez que tout de suite, ce qui vous vient en tête, c'est vous poser la question de la cohérence des moyens que l'on se propose d'utiliser avec l'objectif qui est le nôtre. Je mets le point d'interrogation spécialement là, pour Harouf. Choisir un sous-marin pour monter sur la colline pour aller à Annecy-le-Vieux, on peut penser que sans même aller faire un calcul d'efficience, d'efficacité, on se rend compte que ce n'est pas très cohérent, ça ne marche pas. Voilà, ici vous avez, ça fait cher aussi, ouais, ça fait cher, et puis c'est même plus une question de cherté, c'est que comment vous faites grimper un sous-marin tout en haut de la colline. Donc ici, vous voyez, j'ai un triangle qui est le triangle de la performance du côté gestion. Est-ce que ça va pour vous? Alors ce triangle, je vais vous le transformer en un peu autre chose. Je vais le transformer en losange, comme ça on aura vu l'idée de performance dans sa globalité. Parce que là, vous voyez, le risque que j'ai sur mon triangle, c'est que je suis en circuit complètement fermé. Je me suis donné des objectifs, j'ai des résultats a priori qu'on est capable de mesurer, en utilisant des moyens que j'ai acquis, que je me suis donné. Et puis je dis, je suis a priori performant si mes résultats sont conformes aux objectifs et que je les obtiens à moindre coût. Mais là, on va tourner en rond. Il ne faut pas oublier que je sois une entreprise, une administration, une fondation, ou autre chose d'autre, j'ai affaire à des publics. Alors, les publics peuvent être très différents, j'y reviens dans quelques instants, mais mes publics, si je suis à peu près pas trop mauvais, je vais essayer de savoir quels sont leurs besoins. Parce que si je suis une entreprise, a priori, il faut que je fabrique et que je vende ce dont les gens ont besoin, ce qu'ils désirent, ou ce que je suggère en tout cas de vouloir.
et qu'une grande partie de mes objectifs donc dépendent de ces besoins. Et puis, les résultats que j'obtiens, je vais quand même aussi les regarder en posant la question de la satisfaction de mes publics. Alors là, je suis plus dans une sphère qui intègre maintenant du marketing. Et oui, mes questions peuvent être de tout type. Je vous remets encore des stylos. Ce sont mes produits. Comme disaient certains d'entre vous, c'est un peu ce que vous attendez peut-être. Vous voyez, ces stylos-là, ces petits modèles de stylos. Vous allez avoir besoin de ceci pour écrire. Donc, vous avez la fonctionnalité écriture, mais peut-être aussi que vous cherchez des stylos qui soient à peu près beaux. Donc, je ne suis pas sûr que je remplisse complètement les conditions. Vous avez peut-être des exigences en termes de prix, peut-être en termes de recyclage, etc., etc. Ça, l'entreprise va tenter d'intégrer tout ça dans ses objectifs. Et puis, on essaiera de mesurer si derrière, ça correspond bien. Pour compléter mon schéma, je vais vous rajouter maintenant peut-être quelques exemples de publics que je peux avoir. Donc, je suis une entreprise. Allez, donc je fabrique des stylos. Qui va faire part de ces besoins d'entreprise qui sont les publics de celle-ci? Est-ce que vous pouvez me... Les clients, bah ouais. Harouf sur tous les fronts, tout à fait juste. Comme on s'y attendait, les clients, ce sont ceux qui font partie des publics. Souvent les premiers auxquels on pense quand on est une entreprise. Les créanciers, les créanciers, moi, je dirais plutôt plus largement ceux qui financent l'entreprise. Je vais appeler ça les financiers. Et dedans, je vais avoir au moins deux grandes familles de ceux qui amènent de l'argent à l'entreprise pour qu'elle fonctionne. Ouais, je mettrai aussi les investisseurs derrière le terme financier. Donc, je vais vous mettre par exemple les associés. Par exemple, les associés, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent de la rentabilité. Des associés, des investisseurs, ont confié des capitaux à l'entreprise et attendent que l'entreprise fasse des bénéfices et surtout fasse suffisamment de bénéfices pour pouvoir obtenir des dividendes. Tout à fait, Juliette. Pour obtenir des dividendes. Et comme on est aujourd'hui dans des marchés qui sont interconnectés géographiquement, mon entreprise elle va devoir verser suffisamment de dividendes à ses associés pour éviter que ceux-ci aillent investir dans d'autres entreprises, que ce soit en France ou à l'étranger. Mais il faudra aussi que ce que l'on donne comme dividende soit suffisamment attractif pour que mes associés n'aillent pas investir dans de l'immobilier, dans des objets d'art, dans des prêts, etc., qui semblent plus rapportés que ce que je suis capable de proposer. Donc les associés ont un certain besoin. Eux, c'est un besoin de rentabilité. Mon entreprise va devoir essayer de faire un mix entre des clients qui vous disent « Moi, je voudrais acheter des stylos qui écrivent pas trop mal, pas trop cher, donc avec un prix plutôt modeste, et des associés qui vont vous dire débrouillez-vous comme vous voulez, mais moi, je veux que l'argent que je vous ai confié me rapporte au moins 8%, 10%, etc. » Il va falloir jongler. Il va falloir trouver des solutions. On se donne alors des objectifs derrière. Je reviens sur mes financiers, donc j'ai dit les associés, mais par exemple, vous avez aussi les banques qui prêtent de l'argent.
Voilà, j'arrête là, parce qu'on pourrait peut-être rajouter d'autres choses. Mais qu'est-ce qu'attend une banque? Ça, c'est une question là qui est intéressante. Qu'est-ce qu'attend une banque? Alors, elle attend des intérêts. Qu'est-ce qu'elle attend aussi? Alors, quand une banque vous prête de l'argent, ouais, Nathéo, c'est ça. Une banque attend que vous soyez solvable. D'ailleurs, c'est sa plus grosse inquiétude. Si une banque vous prête 10 000 euros, elle attend avant tout que vous lui rendiez ces 10 000 euros, donc que vous soyez solvable, et si possible que vous rendiez l'argent à la date prévue. Et puis, ce qui ne gâche rien, c'est que vous donniez des intérêts régulièrement pour rémunérer cet emprunt. Donc, vous voyez, entre un associé et une banque, je commence à être sur des éléments un peu différents. Je vous en reparlerai plutôt en troisième année, mais les associés, ils veulent du dividende, et donc pour ça, vont considérer que chaque euro qu'ils vous confient doit être un euro productif. C'est-à-dire que chaque euro qui est amené dans une entreprise doit servir à acheter un équipement qui permet de fabriquer, donc de vendre, donc de faire apparaître du chiffre d'affaires et du bénéfice. Ça, c'est la logique d'un associé. Donc pour un associé, tout l'argent qui n'a pas été investi dans des équipements de production, qui par exemple sont sur un compte en banque, on appelle ça de la trésorerie, c'est de l'argent entre guillemets qui ne sert à rien. À l'inverse, le banquier, eh ben lui, ce qu'il attend, c'est que de l'argent qui soit suffisamment déposé sur un compte en banque afin de permettre un remboursement. Si vous avez 0 € sur un compte en banque, le banquier, il n'est pas très serein. Si vous avez 10, 15, 20 000 euros, 100 000 euros sur un compte en banque, il se dit, eh bien, l'argent que j'ai prêté, visiblement, ils ont de quoi pouvoir me le rembourser plutôt sans aucun problème. Là, vous voyez, on est sur des besoins qui sont déjà un tout petit peu conflictuels l'un par rapport à l'autre. Gardons ça en tête. Est-ce que vous voyez d'autres publics qui peuvent faire apparaître leurs attentes, leurs besoins à l'entreprise? Les fournisseurs. Alors le fournisseur, pas trop, parce que le fournisseur, c'est plutôt un problème après d'analyse financière. Le fournisseur, il aimerait savoir si vous payez rapidement, si vous êtes capable de payer ce que vous avez acheté. L'État, l'État c'est simple. L'État, qu'est-ce qu'il attend? Il attend de vous que vous payez des impôts. Les distributeurs, je les mettrais dans les clients, parce qu'il va acheter votre produit et le distribuer. C'est très rare que vous fassiez un dépôt-vente. Donc ça, c'est des catégories que je dirais plutôt marginales par rapport à... Oui, alors l'État, je reviens dessus parce qu'effectivement, je pourrais le rajouter. Je mettrais l'État, mais pour des raisons qui ne sont pas celles de l'impôt. Je ne sais pas si c'est ce à quoi vous pensiez. L'État par rapport à l'emploi. Va effectivement s'intéresser à tout cela et fera apparaître des besoins. Suivez un peu l'actualité. Bridgestone, plusieurs centaines d'emplois qui disparaissent ou qui vont disparaître. Bon, là, l'État, il n'aime pas trop l'idée. Donc ça peut être l'emploi, ça peut être pour des raisons d'aménagement du territoire. Alors ça rejoint en partie l'emploi. Donc l'implantation dans une zone en particulier. Voilà, ça c'est un peu les attentes que vont avoir l'État. Ah, je vois qu'il y en a qui font de l'économie, on nomme externalité, je suis d'accord. C'est un autre
une autre dimension que je voulais rajouter. C'est la question plus largement de la société civile, qui rejoint, mais pas complètement, le problème des clients ou de l'État. En effet, je peux ne pas être client de cette entreprise qui fabrique ces stylos. N'empêche que j'ai formulé des attentes, des besoins. Je veux dire que moi, j'aimerais bien que cette entreprise-là, dont je ne suis pas client, j'insiste bien, ce serait bien qu'elle arrête d'émettre des fumées de toutes les couleurs, le jour, la nuit, qu'elle évite de verser des produits qui semblent pas très bons dans l'eau qui est proche de l'usine, etc. Peut-être aussi que j'aimerais bien que cette entreprise respecte un minimum d'éthique. Par exemple, pas qu'elle fasse fabriquer une partie du produit très loin d'ici, avec des enfants de 8 ans qui travaillent sur des machines, sans protection, etc. etc. Donc là, effectivement, il risque bien d'y avoir, de la part de la société civile, des objectifs qui peu à peu émanent, en sachant que ça peut être très destructeur. Hein. Je peux, par le biais de réseaux sociaux, par voie d'affichage, de presse, de pétition, tout ce qu'on veut, détruire en partie l'image de l'entreprise. Donc faire fuir des clients, faire fuir des investisseurs, etc. Et puis, il y a aussi d'autres catégories, puis j'arrêterai là, parce que vous voyez, je peux en rajouter quand même pas mal. Il va y avoir la catégorie des salariés qui font partie du public, un public peut-être particulier. Donc je rejoins Théo, hein, le RSE effectivement fait partie du voyage. On a plus largement cette société civile qui s'empare de la chose. Et les salariés, ouais, Juliette, tout à fait, Ben également, les salariés vont faire part de besoins. Ça peut être des besoins simplement de montant de salaire. Vous voulez augmenter, considèrent que leur travail est pénible, gagner de l'argent, etc. Et puis, vous avez commencé à regarder quelque chose qui s'appelle la pyramide de Maslow. Certains vous diront, oui, gagner de l'argent, c'était bien au début, mais peut-être que j'aimerais trouver un intérêt dans le travail, de la satisfaction au travail. Autrement, eh bien, peut-être que j'irai voir ailleurs. Puis en plus, si mon entreprise, a priori, une entreprise qui respecte l'environnement, qui respecte des normes sociales, ici et ailleurs, ben, ça fait que je suis fier de mon entreprise. Donc, effectivement, ça va m'intéresser de travailler avec eux. Bon, j'arrête là parce que il y a plein d'autres éléments qui sont dans plein d'autres cours que vous avez suivis qui peuvent venir compléter tout cela. Et là, eh bien, dans mon logence de la performance, eh bien, il va falloir tenir compte. Mon objectif, c'est pas forcément qu'un produit bien fait, c'est pas forcément qu'un prix, c'est beaucoup plus large. Et donc, ben là, vous vous retrouvez au cœur de tout ceci. Le contrôle de gestion. Le contrôle de gestion, alors, parce qu'il fait des calculs, alors il vient pas mal alimenter ça, et puis parce qu'il va chercher aussi des alternatives à explorer. On va parler par exemple de contrôle de gestion des achats, contrôle de gestion des ventes, contrôle de gestion sociale, etc. Par exemple, vous prenez les eaux d'Évian, il n'y a pas très longtemps en arrière, ils ont étudié le problème du transport des bouteilles d'eau. Parce que quand vous exploitez une source d'eau minérale réputée, c'est quelque chose qui ne se délocalise pas. La source est à un endroit donné, vous mettez l'eau dans les bouteilles, et puis les bouteilles, vous les expédiez, entre autres pour Évian, aux quatre coins de la planète. L'eau d'Évian, vous en trouvez partout, quasiment partout. Donc la question que se pose alors Évian,
et c'est ces contrôleurs de gestion qui vont commencer à répondre, c'est l'eau d'Évian, est-ce qu'on doit l'expédier par camion, est-ce qu'on doit l'expédier par train, est-ce qu'on doit l'expédier par avion, etc., etc. Si vous vous limitez à ce qu'on a vu juste avant, le problème des moyens, ben, vous voyez assez vite quel va être le moyen de transport, entre guillemets, le plus efficient. Ça, c'est un problème de coût, un problème d'euros. Et puis très très vite après, se pose la question des publics. Parce que dans ces publics-là, vous avez par exemple ceux qui vont vous dire que utiliser des camions, ben, c'est pas une super idée parce que ça rejette beaucoup de CO2. Utiliser des avions, c'est désastreux, même si ça permet d'expédier loin et vite les bouteilles d'eau. Et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que Evian va commencer à travailler sur l'usage du train en disant, eh bien, il faut qu'on mette en place des voies de chemin de fer qui vont rejoindre à plusieurs endroits en Europe des zones de stockage de nos fameux packs d'eau. De ces grosses zones de stockage, commencer à avoir de plus modestes trains qui permettent de rejoindre des zones de stockage régionales. Et de ces zones de stockage régionales, eh bien après, on va commencer à expédier par camion, si possible pour certains électriques, dans les lieux de consommation, les lieux d'achat de nos bouteilles. Alors, est-ce que la concurrence fait partie du public? Alors, non, la concurrence, on ne va pas la mettre dans le public. Parce qu'elle n'attend rien de votre entreprise, si ce n'est la voir disparaître, ce qui serait une attente un peu particulière. Donc, votre premier concurrent aimerait prendre votre place, aimerait vous voir disparaître du paysage, faire en sorte que vous soyez suffisamment faible pour peut-être vous racheter. Donc, c'est pas vraiment un public. C'est plutôt, je dirais, on mettrait dans l'ordre des contraintes extérieures, c'est le concurrent. Mais une grande partie de ceux que je vous ai mis ici, par contre, eh bien, vont être en contact. Vos clients sont prêts à basculer pour acheter ce qui est proposé par le concurrent. Parce que ça répond plus à ses attentes en termes de produits, fonctionnalités, en termes de prix, par exemple. Vos associés, ben, peut-être qu'ils vous lâcheront facilement si le concurrent propose plus de dividendes. Vos salariés, ça peut être souvent le cas, si le concurrent paye mieux, il va peut-être passer à la concurrence. Ce qui peut être dévastateur parce que lui, peut-être connaît la manière dont fonctionne votre entreprise, tout au moins une partie de celle-ci, etc., etc. Donc vous voyez là, il y a plein de choses qui tournent. Entre autres objectifs, hein, si je vais dans le monde social, le monde des salariés, on va rejoindre aussi les préoccupations, par exemple, de l'État. Est-ce qu'il faut mieux privilégier aujourd'hui des CDI, des CDD, des contrats d'apprentissage, des stages, etc. Tout ça, ça permet d'être chiffré déjà en euros, donc répondre à la question que nous coûte quelqu'un en CDI, que nous coûte un intérimaire, par exemple, qui n'est pas un salarié, que nous coûte un apprenti ou un stagiaire. Mais aussi derrière, ça nous coûte en termes de salaire, mais qu'est-ce que ça nous rapporte? Parce qu'il y a aussi une question d'intérêt dans le travail. C'est sûr que si vous payez mal quelqu'un et le considérez mal, son investissement va être très relatif aussi. Donc, voilà. Contrôle de gestion, ça peut aussi se saisir de ce genre de questions. C'est ce qui en fait aussi l'intérêt, c'est que vous avez besoin potentiellement de connaissances dans beaucoup de domaines. Est-ce que ça va, ce que je vous raconte pour l'instant? Si je ne vous ai pas perdu, levez un petit pouce. Ou si vous avez une question, n'hésitez pas. Ok, je vois quelques pouces levés. C'est qu'a priori, ça va pas trop mal. Et puis, je vais terminer sur un petit élément.
si pour vous c'est bon. Essayez de répondre, en tout cas déjà à des premières questions que vous pouvez vous poser. Très souvent, on me pose la question de quelles sont les compétences d'un contrôleur de gestion. Et donc je vous pose moi-même la question, peut-être, est-ce que vous avez déjà une idée de qu'est-ce que doit savoir faire un contrôleur de gestion? Qu'est-ce qu'il doit connaître? L'informatique, me dit quelqu'un. Synthétiser, expliquer. Ouais, curieux. Ouais. Relationnel, analyse des chiffres. Comprendre les raisons. Autonome. Sportif. Ouais, c'est mieux. D'ailleurs, souvent les contrôleurs de gestion sont un peu sportifs. Hein. Esprit d'équipe, travail d'équipe, s'adapter, travail en groupe. Arouf, arrête de me... D'accord. À l'écoute. Curiosité. Ok. Goût du chiffre, ouais, c'est mieux, le goût du chiffre. Alors, régulièrement, je rencontre une association qui s'appelle l'association DFCG. Capacité à résoudre les problèmes. Ouais, c'est pas mal ça aussi. Donc, je rencontre régulièrement une association qui s'appelle les DFCG, directeurs financiers et contrôleurs de gestion. Et à peu près chaque année, au moins une fois par an, j'aime bien leur demander, selon vous, quelles sont les compétences que doit avoir un contrôleur de gestion junior, c'est-à-dire quelqu'un qui commencerait dans le métier. Bon, les réponses, c'est à peu près quelque chose comme du 30% et 70%. Deux grandes catégories de compétences. Les 30%, je commencerai par celle-ci, ce sont des compétences alors qui ne sont pas du tout étonnantes. On ne serait pas du tout étonné que vous les possédiez. Par contre, on serait étonné que vous ne les ayez pas. Donc c'est un peu du nécessaire. Donc, par exemple, ce que quasiment tout le monde dit, il va falloir quand même que le contrôleur de gestion il ait quelques petites connaissances en comptabilité. Je vous rappelle, hein, la comptabilité, c'est un peu les données de base. Donc, savoir à peu près ce que c'est pas mal. On ne demande pas à ce que la personne soit comptable. On ne demande pas à ce qu'elle soit capable de passer des écritures, etc. Mais qu'elle comprenne un peu le vocabulaire, comprenne un peu la manière dont ça se passe. Comme disaient certaines personnes, on va s'attendre, par exemple, à ce qu'un contrôleur en gestion utilise l'informatique. Bon, effectivement, c'est aujourd'hui l'informatique, c'est le stylo de contrôleur en gestion, notamment celui qui est très utilisé comme logiciel, c'est Excel. Excel, c'est au quotidien, à chaque heure, que l'on veut l'utiliser, parce que c'est l'outil de base, c'est souple, c'est extrêmement puissant. Et puis, on a ensuite après ce qu'on appelle des logiciels de gestion intégrée. Ça, si vous suivez le cours de système d'information, je pense qu'on doit vous en parler. Logiciels de gestion intégrée, c'est-à-dire des logiciels aujourd'hui qui couvrent de multiples domaines au sein de l'entreprise, qui sont capables de suivre vos ventes, vos achats. Il y a un module comptabilité, etc. Généralement, c'est des entreprises déjà qui sont plutôt des PME qui utilisent ça.
Et entre autres, le contrôleur de gestion, bah, ça lui permet comme ça d'aller récupérer plein d'informations partout, quitte à repasser par Excel pour pouvoir poursuivre ses calculs s'il y a besoin. Donc ça, on s'attend à ce que Excel, en tout cas, soit parfaitement utilisé. Les logiciels de gestion intégrés, ça, généralement, on a toujours un peu de temps pour s'y mettre. Donc, comptabilité informatique. Alors, ça ne va peut-être pas vous faire vous détendre, mais on a quand même pas mal d'outils statistiques qui sont à utiliser. C'est-à-dire qu'on a quand même un outil assez logique quand même à mettre en place. Bah, vous l'avez vu, hein, j'ai fait tout à l'heure une moyenne de coûts d'achat. Les statistiques nous permettent quand même de vérifier 3 petites choses régulièrement, de faire des calculs, et notamment c'est très utile dans de la prévision. Prévision déjà par exemple de vente, et si vous êtes capable de prévoir vos ventes, eh bien vous savez ce qu'il faut produire. Si vous savez ce qu'il faut produire, vous savez ce que vous allez devoir acheter en matière première, les équipements que vous devez installer, le nombre de personnes par équipement, etc. etc. Donc, ouais, il faut être plutôt assez à l'aise dans des outils statistiques de base, par contre. Ouais, comme dit Nathéo, c'est plutôt de la compétence technique. Je vous rajouterai 3 petits points, parce que suivant les secteurs d'activité, on peut en avoir d'autres qui se rajoutent. Notamment, je pense à des choses qui sont proches de tout ce qui est métier de l'ingénieur. Si vous êtes contrôleur de gestion chez Airbus, il faut que vous compreniez des processus de production souvent très pointus. Il faut que vous ayez tout un vocabulaire qui tourne autour de la fabrication des avions. Donc, ils seront plutôt des compétences techniques spécifiques au secteur. Donc ça, on s'attend, on ne vous posera même pas la question, hein. Quelqu'un qui fait de contrôle de gestion va se dire ouais, avoir des connaissances dans le domaine, c'est quand même mieux d'avoir le vocabulaire de l'entreprise. Et puis vous avez 70% restants qui sont vraiment celles qui vont faire la différence. Ça, tous ces éléments techniques, c'est bien, mais c'est de la connaissance technique. Vous prenez un bouquin, vous savez ce que c'est que la comptabilité. Vous vous mettez sur de l'informatique, vous savez après ce que c'est. Ouais, responsable aussi, effectivement. 70%, la liste va être un peu longue. Dans les 70%, c'est souvent des éléments qui sont liés à une personnalité. C'est-à-dire en fait des compétences qui peuvent être plutôt longues, voire difficiles à acquérir. Un des premiers éléments, je pense, qui ressort toujours, c'est le relationnel. Alors là, ça, c'est une des grandes compétences. Ce n'est pas la seule, mais c'est une des grandes compétences. Le contrôleur de gestion, il n'est pas comme le comptable. Il n'est pas dans une tour d'ivoire enfermée. Il doit être au contraire au contact avec les gens de l'entreprise. Parce que ces gens de l'entreprise, c'est eux qui possèdent une grande partie de l'information. Le salarié vous dira combien de temps en moyenne il met pour fabriquer cette petite pièce. Il y a des ingénieurs qui vous diront ça se fabrique en tant de secondes, tant de minutes. Et puis il y a la personne qui fait réellement le boulot qui vous dira, moi, ça, j'en sors 500, 600, 800 à l'heure. Mais il n'y a que lui qui peut en parler, parce que lui le fait. L'ingénieur vous fera un calcul savant, mais il ne sera peut-être pas vraiment beaucoup sorti de son bureau. Donc, relationnel, c'est donner confiance aux gens. C'est pas arriver en disant je suis contrôleur de gestion, garde à vos repos, donnez vos données. La personne vous donnera les données qu'elle veut bien vous donner. Et si vraiment elle a des choses importantes, elle se posera la question de si je livre mes secrets, est-ce que je suis encore utile à l'entreprise? Est-ce que je risque pas de passer à la trappe? Parce qu'une fois que je donne mes petits secrets de fabrication, eh bien, on pourra comme ça l'utiliser avec tous les autres salariés, mais plus forcément que moi.
Donc, relationnel, donner confiance, discuter avec les gens. Et c'est comme ça, eux, qui vont vous enrichir de toutes leurs connaissances techniques, connaissances produits, connaissances fabrication, etc. La deuxième compétence forte, qui va plutôt bien avec la précédente, qui l'accompagne, c'est la pédagogie. Là aussi, vous voyez, ce n'est pas des compétences qui s'acquièrent facilement. Pédagogie parce que on est face à un domaine qui peut être complètement destructeur. Vous voyez, on mesure la performance. Donc on mesure la performance de l'entreprise, de ses équipements, mais on mesure aussi les résultats, donc les performances des gens. Et vous ne pouvez pas vous limiter à dire ce que vous faites c'est nul, ou vous n'êtes pas bon. Il faut au contraire que vous expliquiez à la personne sur quel point visiblement elle peut s'améliorer, comment elle peut s'améliorer. Donc il faut être capable de lui donner aussi des solutions pour avancer. Et puis l'ensemble des deux repose sur la confiance. Parce que la personne vous a donné de l'information qui vous a peut-être fait, qui vous a permis de faire des calculs, de mesurer une performance, et que si derrière la personne vous dit bon, bah, vous êtes nul, votre prime de fin d'année saute, est-ce que vous pensez qu'elle vous fera confiance une deuxième fois? Voilà, donc ça, c'est intimement lié. Être capable de rentrer dans la confiance des gens, qui vous confient des choses qui sont souvent délicates, qu'elles n'auraient pas forcément données dans un premier temps, mais également leur expliquer comment vous faites vos calculs, comment interpréter un résultat, comment dans un deuxième temps l'améliorer. Voilà, ça c'est les compétences fortes. Et là vous avez un bon contrôleur de gestion. Les 30% ici, n'importe qui peut l'acquérir. Là, ça commence déjà à demander des tournures d'esprit un peu particulières. Alors bien sûr, vous pouvez le décliner, hein, capacité d'écoute, etc. Une troisième compétence que je rajouterais ici, avant d'aller sur logique et humour, ouais, il en faut aussi beaucoup. Ouais. L'humour, il en faut beaucoup. Ça vous permet de les décrisper, tous ces gens qui sont en face de vous, qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être croqués. Troisième compétence, qui prouve une compétence importante. Certains mettaient responsabilité. Moi, je dirais c'est aussi la confidentialité. Le contrôle en gestion, vous l'avez compris, il touche à tous les domaines de l'entreprise. Et moi, j'aime beaucoup quelquefois les remarques que font des contrôleurs en gestion qui nous disent « Je suis dans l'entreprise celui qui sans doute en sait le plus. J'en sais même plus que le patron. Lui a une vision de l'entreprise. Moi, je connais non seulement l'entreprise dans ses grandes lignes, mais je connais tous les détails, puisque j'ai été partout, trouver de l'information. » Donc, c'est quelqu'un qui est très particulier, ce contrôleur de gestion. Et donc, l'information qu'il va posséder, il faut faire très attention, parce que beaucoup aimeraient l'avoir, notamment à l'extérieur, par exemple. Donc, c'est de la confidentialité. Et puis après, effectivement, il y a d'autres compétences qui viennent compléter tout ça. La diplomatie, par exemple. Vous l'avez compris, hein, quand je parlais de la diplomatie, de la pédagogie, pardon. Vous ne pouvez pas dire les choses peut-être trop cash à tout le monde. Il faut leur enrober, parce que ça peut faire très mal, notamment lorsqu'il y a une réunion à plusieurs personnes. Le bon contrôleur de gestion, c'est quelqu'un qui est curieux. Donc la compétence ici, curiosité. Chaque détail est important, chaque détail attire mon attention, et je vais être amené à aller explorer régulièrement des zones où on n'a jamais été. Ou on va m'emmener dans des zones où on n'a jamais été. Et puis tout ceci, eh bien, fait que notre contrôleur de gestion peut difficilement faire autrement
requête autonome. Il y a ce qu'on lui demande de faire, et puis il faut qu'il fasse preuve d'imagination pour pouvoir nourrir tout ça, le développer, voire des fois aller plus loin même que ce qui lui était demandé, en ayant une vision claire de ce que peut être l'avenir de l'entreprise, et donc force de proposition qui accompagne tout ça. Voilà, c'est un peu les grands éléments schématiques, mais peut-être que là, ça vous confirme l'idée que non, un comptable, un contrôleur de gestion, c'est des gens très différents sur beaucoup de choses. En termes de personnalité, en termes de technicité, etc. etc. Alors, alors c'est une très bonne question. Le contrôleur de gestion travaille en équipe ou en solo? Tout va dépendre de la taille de l'entreprise. Si vous êtes face à plutôt une petite entreprise, ça sera du solo, parce que l'entreprise n'aura pas les moyens d'engager plusieurs personnes. Donc ça, c'est une ou deux personnes dans une petite entreprise. Je pense qu'une entreprise de par exemple 200, 300 personnes, on n'a pas les moyens de faire une équipe de 10, 15 contrôleurs de gestion. C'est complètement impossible. Pour des grandes entreprises, là par contre on va être en équipe. Mais la vraie question qui se pose derrière, c'est l'emplacement. C'est-à-dire où est-ce qu'on va avoir les contrôleurs de gestion de l'entreprise. Et je vais prendre un exemple d'une entreprise parisienne qui travaille dans la business intelligence. Une entreprise qui s'est beaucoup développée et a acheté pas mal de ses anciens concurrents. Donc, il se retrouve avec des filiales à Lyon, Toulouse, Strasbourg, Bordeaux, par exemple. Et son siège est à Paris et à peu près la moitié de ses effectifs sont à Paris. La question s'est posée, où mettons les contrôleurs de gestion? La première réponse a été de dire, on les met au siège. Donc, on crée un service avec une dizaine de contrôleurs de gestion. Ça n'a pas bien marché. Ça n'a pas bien marché parce que les filiales de province se sentaient un peu marginalisées et surtout fliquées. Les demandes viennent du siège, et donc on fait remonter des chiffres, on ne sait pas comment ça va être traité, et puis derrière on a des résultats qui tombent. Et l'impression que certains sont plus favorisés que d'autres. Plutôt certaines filiales sont plus favorisées que d'autres. Et puis régulièrement, on a un contrôleur de gestion qui vient de Paris, dans la filiale. Et donc là, c'est le branle-bas de combat, on est sous tension, stressé, on met tout en place, on a vraiment l'impression que là, on va passer sur le grill. Et donc, on camoufle des choses, on essaie de faire en sorte de savoir par cœur les réponses qu'on doit donner. Ça manque un peu de spontanéité. Donc, une équipe au siège, ça trouve ses limites. L'idée, alors, c'est de dire, eh bien, on va décentraliser au niveau des filiales les contrôleurs de gestion. Donc, on va garder une petite équipe au siège et on va mettre un ou deux contrôleurs de gestion dans les filiales de province. Alors, ça semble une bonne idée. Le problème, qui s'est très vite présenté alors, c'est que le contrôleur de gestion est dans une petite équipe. Il développe du rationnel, de la pédagogie, ses enfants vont dans les mêmes écoles que, par exemple, une partie de d'autres salariés, on a un match de foot, une équipe de foot dans l'entreprise, on joue au foot ensemble, etc. Donc, ça devient compliqué de dire les choses. Ça devient compliqué surtout de remonter quelquefois des rapports négatifs à Paris. Et puis surtout, chacun travaille dans sa filiale, chacun va commencer à développer ses propres instruments de calcul. Et donc tout d'un coup, on a plein de choses différentes. Quand ça partait du siège, on avait tous ces mêmes outils. Quand on est en filiale, eh bien, on va développer ces outils en fonction de ce qu'on a en face de nous. Voilà, donc vous avez si bien poussé deux grandes tendances, et constamment, on fait marche avant, marche arrière. On met une grosse équipe au siège, mais on se sent fliqué en province.
on délocalise des contrôleurs de gestion en filiale, mais on commence à avoir des doutes sur leur objectivité. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu trop proches des gens qui travaillent dans l'entreprise? Est-ce que quelque part, ils remontent que des éléments positifs et cachent le reste? Voilà un peu ma réponse, Nathéo. C'est une réponse un peu normande. La seule chose que je peux vous dire, c'est que de fait, on travaille en équipe, soit en équipe de contrôleur gestion, mais en tout cas en équipe parce qu'on a besoin des gens de tous les services de l'entreprise. Voilà, et je vois qu'il est 15 h, je vais arrêter de vous embêter avec des histoires. Là encore, ce que je viens de vous dire, là je l'ai enregistré, comme ça je peux vous mettre une vidéo en ligne en fin de journée. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais vous laisser tranquille. Et vous souhaiter une bonne journée également.